Sommet et Collet, le balado du 1er décembre 2021, c'est enfin la réouverture de la frontière canado-américaine et à l'approche des fêtes, on se fait le cadeau de rêver et jaser de la Pacific Crest Trail avec Michael Charret. Sommet et Collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut, tribu des randonneurs, un grand bonheur d'être là avec vous autres pour ce 3e balado Sommet et Collet. Tu le sais, on jase de rando évidemment et de bière, le nom du balado le dit. Et d'entrée de jeu, je t'invite à m'écrire si tu as des suggestions de sujets ou d'invités. Je suis preneur et je lis tous les courriels évidemment avec attention. Je te redonne le courriel alr@alexislerandonneur.com. Tout de suite, si c'est pas fait encore aussi, je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Facile, Alexis le Randonneur. Ce mois-ci, je prends quelques minutes pour te parler de ma nouvelle collection automne-hiver qui est actuellement en ligne sur randonneur.ca. Il y a tellement du beau stock, sérieux. On a élevé d'un cran la qualité et la variété d'items disponibles. Tu vas aimer ça. On a inclus, entre autres, davantage de vêtements techniques à ta disposition. Tu seras pas déçu. Coquilles, couches intermédiaires, couches de base, des chaussettes de rando d'hiver aussi avec renfort à la semelle, des accessoires, tuques, gants et plus, sans compter le côté un peu plus style de vie, confort quotidien, de belles vestes, du mou aussi, comme le bel ensemble Yukon, des chemises style chalet et à l'approche des fêtes, nos nouveaux bons cadeaux qui sont disponibles évidemment dans à peu près toutes les tranches de dollars imaginables. De l'équipement aussi, hein, j'oublie toujours d'en parler, mais sac à dos, bâton, crampons, bouffe. C'est vraiment une destination spécifique pour les randonneurs. Donc, si tu cherches quoi offrir à l'amateur, tu l'as trouvé. Il y a le site aussi de contenu, hein, alexislerandonneur.com, où tu vas trouver en complément du balado des vidéos conseils, mais aussi des articles de blog. Les derniers sortis d'ailleurs parlent de solaire, masque de ski, multicouches, raquettes, crampons, mais t'as pas mal d'autres trucs à lire aussi, ça manque pas. Et l'équipe et moi, on écrit pour toi. Alors, profite-en au max. Je vais maintenant t'introduire notre invité du mois, hein, qui n'a pas rêvé comme randonneur, moi le premier, de parcourir une longue randonnée comme la Pacific Crest Trail. Du sud de la Californie à la frontière mexicaine jusqu'au nord de l'État de Washington à la frontière canadienne, 4265 kilomètres à traverser des déserts, des plaines, des cols montagneux, des forêts incroyables. Un sentier qui existe depuis 1968. Un parcours qui, est devenu mythique. Évidemment, c'est complètement fou. Juste d'y penser, j'en ai des frissons. Mon invité ce soir, lui, l'a réalisé en 2018. Parti... on pourrait dire quasi sur un coup de tête. Il va nous décrire tout ça. Il la complète en 137 jours. J'accueille Michael Charret. Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien toi-même. Pas pire, je suis content d'être ici. Puis de parler, comment je pourrais dire, des fois les qualificatifs me manquent pour qualifier cette période-là de ma vie, là, mais exceptionnel, incroyable, meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je pense que sur un coup de tête, c'était pas mal ça, comment c'est arrivé, mais exceptionnel. Puis même encore aujourd'hui, quand je retourne voir mon blog, j'ai des frissons, puis je me dis, aïe, je peux pas croire que tu as fait ça, Charles. C'est clair que c'est un événement marquant, puis je veux te laisser vraiment le plus possible ce soir nous raconter vraiment ta grande aventure. Mais dis-moi, comment justement au départ le défi a pris place? Comment ça s'est présenté pour toi? De quelle façon tu t'es préparé à ce monstre-là de la randonnée? OK. 2017, vers le mois de décembre, je démissionne de ma job pour XX raisons. Et là, je me dis, parfait, je vais prendre mon temps pour trouver mon futur employeur de rêve. Et entre-temps, je passe à travers des boîtes qui étaient dans mon locker. Je trouve une liste, un bucket list écrit quand j'avais 21 ans. Le numéro 8 dessus, c'était « Do a long hike ». Puis je me souviens pas pourquoi, à 21 ans, j'ai écrit ça.
Et là, je m'en vais sur Google, je fais long hike. Évidemment, une des premières hikes qui sort, c'est la Pacific Crest Trail. Ouais. Je commence à lire un peu là-dessus, puis là, je vois, c'est juste des gros barbus qui finissent la trail. Et là, je vois le film Wild de Reese Witherspoon. Et le week-end d'après, je m'en vais dans un grand détaillant de Montréal, puis le directeur du magasin me dit « Hey, j'ai un de mes petits gars qui en a fait une partie, je l'emmène prendre un café, puis il me raconte, lui, ce qu'il a fait dans le nord de la Californie, puis l'Oregon. » Puis là, je dis « Aïe, c'est débile. » Lui, il avait fait une portion. Oui, il avait fait une portion. C'est ça. Puis là, je dis « C'est débile. » Et là, je retourne chez nous, puis là, veux pas, la tête commence à avoir plein d'idées. Et le week-end d'après, mais je suis retourné au même détaillant, puis j'ai acheté pour 3000 $ de stock. Puis je me suis dit, j'ai commencé mon entraînement pour la Pacific Crest Trail en disant à mes amis, à ma mère, à la famille, tout le monde me traitait de fou. Mais tu sais, j'ai plusieurs amis qui disent, mais Charest, tu vas laisser 150 000 $ en coût d'opportunité parce que tu travailles pas pendant cette période-là. Là. Non, c'est ça. Toi, tu étais dans un entre-deux à ce moment-là pour que tu puisses décider de vouloir te lancer là-dessus? Oui. C'est sûr, je pouvais me le permettre financièrement. J'ai été bon avec mon argent auparavant, mais oui, un coup de tête. Puis je commence l'entraînement, puis j'étais avec un sac à dos avec 40 livres dedans au gym, avec le tapis roulant à comme 12 degrés. Avec l'inclinaison. Pendant 4 heures de temps, puis j'ai des gens qui viennent me voir, mais ça va-tu? Puis j'ai fait ça pendant 2 semaines et demie. J'ai réussi à avoir le permis, parce qu'il faut un permis pour faire la Pacific Crest Trail. Et je l'ai eu un peu tard parce que je l'ai eu pour le mois de... Le premier permis que j'avais eu, c'était le 21 mai, ce qui est très, très tard pour la saison. Là, ensuite, en regardant chaque jour, j'ai pu avoir un permis pour commencer le 6 mai. Est-ce que c'est parce qu'il contrôle le nombre de personnes? Et est-ce qu'il s'assure? Est-ce qu'il valide quand même, par exemple, votre équipement? Je sais que moi, par exemple, quand je suis allé faire le Denali en Alaska, les gardes-parcs vérifient tes compétences, vérifient ton parcours. Pas du tout. Pas du tout dans ton cas. Pas du tout. Okay. Tu sais, je veux dire, dans les premières journées, tu sais, il y a des gens qui venaient d'ailleurs sur la planète, se sont fait évacuer en hélicoptère. Il y en a d'autres qui sont partis en ambulance parce qu'il y a vraiment des gens qui font ça sur un coup de tête. Puis, ben, moi, j'étais en bonne forme physique avant. Oui. Il y en a qui commencent ça puis qui n'ont pas de forme physique, qui n'ont jamais fait ça. Puis, en tout cas... Qu'est-ce que tu dirais justement à ceux qui disent, parce que je l'ai déjà entendu, on peut débuter sans presque être entraîné, puis le corps va se faire au fur et à mesure de la randonnée. Moi, en tout cas, je me suis toujours dit que ça nous donnait probablement moins de chance. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable? C'est possible, mais il faut quand même avoir une bonne base au départ d'endurance. Mais tu sais, je peux dire, j'ai perdu au total 42 livres pendant mon périple. Puis à la fin, les 3 dernières semaines, j'étais sur... 21 Tylenol par jour parce que j'avais les shins, comment je sais pas comment on appelle ça en français, là, les shins, là, c'est comme le muscle en avant de la jambe, qui était en feu. Puis j'ai un de mes amis médecins qui m'a dit, garde, vu qu'il te reste juste 2 semaines, d'accord, mais il n'aurait pas fallu que ça dure pas mal plus que ça parce que mon corps étant... À un moment donné, il y avait eu un pic de forme quand j'étais probablement au Bridge of the Gods entre l'Oregon puis Washington. Là, j'étais une machine de guerre. Mais après ça, dans l'État de Washington, j'ai frappé de la pluie continuellement, 24 heures sur 24 pendant 2 semaines. Puis là, t'as froid, puis t'es jamais en condition optimale. Et là, mon corps s'est détérioré en l'espace de juste quelques jours, mais vraiment détérioré. Là. Mais là, on va y revenir. Oui, on va y revenir. Ça, si tu veux, Michael, parce que je veux te ramener au départ du sentier, qu'on refasse ça un peu pour les auditeurs en ordre chronologique pour qu'ils puissent bien visualiser le terrain. Donc, on démarre le sentier à la frontière mexicaine, qui est quelle ville exactement? T'en rappelles-tu? La ville m'échappe, ça va me revenir. Mais tu commences, tu es capable de toucher au mur. C'est ça, tu étais vraiment sur la barre. Exactement. Quand j'ai commencé, il y a même un garde frontière américain qui a arrêté parce qu'il pensait, il me dit, tu viens d'où? Je dis, je suis Canadien, je fais la PCT. Il dit, t'as pas de l'air Canadien. Bref, il m'a souhaité bonne chance. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai commencé mon périple, mais tu commences, puis tu es dans le désert aride, OK? Puis c'est ça pour les 500 premiers milles de la trail. Après 500 000, tu commences à arriver dans la Sierra, qui est l'équivalent de nos montagnes rocheuses, où tu commences à avoir de la verdure, tu commences à avoir de l'eau. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans tes 500 premiers milles, tu transportes en moyenne en 12 et 14 litres d'eau sur toi.
Oui, parce que tu peux pas te ravitailler facilement, puis il n'y a pas de point d'eau non plus. Non, et c'est là le risque de mort. C'est si tu essaies de jouer tes odds, savoir, je suis capable de, juste pour sauver 1 litre ou 2 litres d'eau à cause du poids, c'est là où tu risques d'arriver dans des gros problèmes au début de la trail. Quand tu rentres dans la Sierra, là, tu tombes à 1 litre d'eau que tu transportes parce que tu as des streams, tu as des lacs partout. Puis c'est comme ça pour le restant de ton périple. Donc, la partie désertique, qui est la première partie, 500 000, tu dis, c'est à peu près un petit peu plus que... En fait, c'est le 5e à peu près du tracé total. Exact. Là, tu as passé, une 30aine de jours? À peu près. Là-dedans? À peu près. Le plus grand défi, donc, c'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Il y a une journée, puis l'hydratation. Je suis sûr que tes auditeurs ont sûrement déjà entendu parler du LA Aqueduc. C'est un des plus gros tuyaux d'aqueduc qui transporte de l'eau d'un lac jusqu'à la ville de Los Angeles. Puis ça, c'était la journée la plus chaude pour moi pendant la randonnée. Il a fallu que je parte à 2 heures du matin, puis pour faire le gros, parce que t'as pas d'arbre, t'as rien là pour te cacher. Et à un moment donné, il y a un landmark qui est assez de renommée internationale pour ceux qui ont fait la PCT. C'est un petit pont qui est utilisé par des employés d'une compagnie hydroélectrique pour aller réparer les éoliennes. Et j'ai une photo là-dedans, on est peut-être 42 hikers qui est dans un espace là, de minime, puis tout le monde est caché pour être à l'ombre pendant au moins les 2 heures où il fait excessivement chaud. Puis après, mais tu continues ta run, puis tu essaies de te rendre le plus loin possible parce que tes prochains points d'ombre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il y en a qui ont des petits parapluies, il y en a, mais je n'ai pas trouvé ça Tous les moyens peuvent être bons, j'imagine. Exact. Toi, c'était quoi? C'était le chapeau? C'était la crème solaire? Le chapeau. Moi, c'est le chapeau. Moi, j'ai appris... Tu sais, j'ai parlé à plusieurs de mes amis en termes de préparation. Puis il y a des gens qui étaient dans l'armée canadienne qui m'ont dit, Michael, tu sais, la meilleure méthode en Afghanistan pour les soldats, c'était fully covered, ok, de la tête aux pieds. Puis c'est l'approche que j'ai utilisée. Puis c'est probablement un des meilleurs moves que j'ai fait pour mon 500 premiers 1000. C'était fully covered. J'avais même 3 épaisseurs de chandail. J'avais des pantalons militaires. Et c'est ça qui m'a sauvé, qui a permis que je puisse augmenter mon nombre de 1000 par jour. Parce que sinon, on s'use par le sable, le vent, la chaleur. Juste la chaleur. On combat mieux la chaleur avec les vêtements. Tout à fait. Ça semble illogique lorsqu'on n'a jamais été confronté à ça. Mais moi, je peux vous dire, si jamais vous allez faire de la randonnée au Maroc ou peu importe où il fait chaud, allez-y avec des épaisseurs puis du mérino, puis ça va être la meilleure chose que vous ayez fait. Je te le confirme, pour avoir fait le Sahara, c'est vraiment l'idéal. On porte des vêtements longs. En fait, il faut imiter les locaux qui ont pas mal plus d'expérience que nous. Exactement. Puis, tu sais, l'autre chose aussi qui a été pratique pendant les 500 premiers 1000, pour tes auditeurs qui ont fait du through hiking, on a le concept de ce qu'on appelle un trail angel. Donc ça, c'est des gens qui sont un peu partout sur la trail que tu vas croiser. C'est des gens qui sont dans un village, puis ils viennent te porter de l'eau. Même à la limite, ils vont venir te porter de la bière. Ils vont jaser avec toi. Ils vont t'offrir quelque chose à manger. Puis c'est eux qui donnent les conseils, mettons, pour les 30 prochains 1000, les 50 prochains 1000. Puis moi, j'avais une application qui s'appelait Gothooks qui m'expliquait un peu, qui me donnait les points de ravitaillement. J'avais des commentaires live de gens qui étaient en avant de moi. Et ces Trail Angels-là te disaient « Hey, pas sûr, moi, qu'il y a de l'eau au 1000, mettons, 398. Fais attention à ça, t'es mieux d'en prendre un peu plus. » Puis effectivement, c'est ça qui arrivait. Donc c'est pratique d'être branché. Ouais, oui, puis même si tu as souvent des moments où tu n'as pas de réseau sur la trail, disons que de faire la PCT en 2018, comparativement à la faire en 1978, respect pour ceux qui l'ont fait en 1978. Oh, clairement. C'est comme la montagne, on se dit ça fréquemment entre nous, entre les boys. Donc, tu me parles de ces anges-là de sentiers. C'est des gens qui font ça bénévolement? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est bénévolement. C'est des gens qui veulent redonner. C'est souvent des gens qui ont eu un enfant qui l'ont fait ou peu importe leur raison. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais en haut d'une montagne. J'arrivais proche de Ridgecrest en Californie. Et je vois dans les notes sur mon application, telle famille reçoit à l'occasion. J'envoie un texto. Il y avait un numéro de téléphone. J'ai dit, puis là, j'utilisais tout le temps, moi, je suis Canadien. Souvent, ça m'ouvrait les portes. Et la dame, elle me répond. Elle
Elle dit, mais j'avais pris un break de hikers, mais on aime bien les Canadiens, donc rencontre mon mari à l'épicerie, il va venir te chercher. Là, je dis, OK, parfait. Gros pick-up qui arrive, grosse maison. Tu sais, tu vois, c'est des gens qui... Et je rentre dans la maison. Là, la dame a déjà mis une grosse couverte à terre. Elle dit, bon, ton linge sale, tu le mets là. Je vais nettoyer telle affaire. Va prendre ta douche. Il y avait une douche dédiée pour les hikers. Là. Sérieux? Non, mais je te dis, je capotais. Et il y avait même un hair, parce que tu sais, veux pas, quand tu te rases pas les cheveux, moi, je me rase des cheveux. Ouais. Après 3 semaines, tes cheveux sont longs. Tu peux pas les raser au bic. Donc, elle avait un hair clipper, une tondeuse à cheveux pour moi. Magique. Ils m'ont fait le souper. On a parlé toute la soirée de politique américaine, de la situation en Californie comparativement à l'eau, parce qu'ils ont des grosses problématiques avec l'eau. Et le lendemain matin, ils sont venus me porter au Trailhead. Ils m'ont souhaité bonne chance. Puis, quand je suis revenu à Montréal, ça a été une des familles que j'ai envoyé 6 casseaux de sirop d'érable en les remerciant, puis dire, regarde, merci beaucoup. Puis ils n'ont pas besoin de faire ça. Là. C'est de l'humanité, sont plus beaux. C'est vraiment génial. En tout cas, c'est quelque chose qui marque, j'ai l'impression. Là, on est dans la portion désertique, 500 000. On termine ça, là, on rentre dans le Sierra Nevada. Oui. Là, ça commence à être un peu plus montagneux. Ben, tranquillement. On pense ça, mais dans le désert, tu as quand même des pics qui sont assez intéressants, qui vont chercher 10 000 pieds, 11 000 pieds. C'est sûr que c'est des ascensions dans le désert qui sont beaucoup plus lentes en termes d'inclinaison. Là, tu rentres dans la Sierra Nevada, tu vas chercher des pics plus élevés, mais également avec un pourcentage d'ascension qui est beaucoup plus difficile comparativement au désert. Est-ce que il y a une conversation qui te revient en tête, ou en tout cas une rencontre dans ces premiers milles-là que tu as effectué ou que tu as eu avec une personne qui... Je vais être très honnête avec toi. Il y a plusieurs approches en termes de thru-hike. Okay? Il y en a qui aiment ça se créer des familles, qui vont rencontrer d'autres hikers, puis ils se gardent toute la gang ensemble pendant 4 mois. Moi, je n'étais pas là pour me faire des amis. J'étais là pour un défi personnel. Donc oui, tu rencontres des personnes, mais de là à rentrer dans quelque chose de particulier, non. C'est plus à la fin. Puis si tu veux, on attendra pour en parler tantôt. Mais donc, pas de rencontre vraiment intimiste, là, disons-le comme ça, tout au long du parcours. Ta bulle à toi, ton défi, j'ai ma bulle, ton objectif. J'ai mon objectif. Les rencontres les plus spéciales que j'ai fait, c'est avec des Trail Angels. C'est les gens qui gravitaient autour de la trail. Il y a un moment donné, il y a aussi, si vous, des auditeurs, Google, Hikertown, en Californie. C'est un monsieur archi-millionnaire, un ancien tycoon de Hollywood, qui s'est bâti un Hikertown avec des scènes de Hollywood. Okay? Puis les hikers arrivent là, puis tu sais, je veux dire, tu couches dans la prison, qui a été utilisée peut-être dans Dukes of Hazzard, je ne sais pas. Et à un moment donné, moi, j'avais mon pack-sac, j'avais perdu tellement de poids. Puis j'avais pas une strap qui pouvait être changée. Donc, il fallait que je change de pack-sac. Donc, on s'en va chez REI à Los Angeles. Puis là, on est 4 hikers avec lui dans son pick-up. Et là, on est en chemin. Et là, il nous dit, « Hey, ça vous tente-tu de manger des calmars? » Ben là, tu demandes à un hiker qui fait juste manger du beurre de peanut. N'importe quoi! Oui, je vais manger des calmars. Et il dit, « Ah, mais avant, on va arrêter à mon entrepôt. » Là, je suis comme, OK, je vais-tu perdre un rein là-dedans? Là, on arrête dans un entrepôt à côté du port de Los Angeles et on rentre dans son entrepôt. Il y a une Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Il dit, savez-vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ma Ferrari qui a 4 places, puis on va aller au Royal Golf Club de Donald Trump à Los Angeles. Okay? Puis là, je veux pas parler de Donald Trump, je porte pas de jugement là-dessus. C'était juste cool d'arriver en Ferrari dans un lieu pour millionnaires. Puis là, t'es 4 hikers qui sont sales, qui puent, là. Okay? Puis là, t'as le valet qui ouvre la porte, puis qui voit M. Richard. Il dit, Mr. Richard, are you all right? Il dit, yes, these are hikers. They're hiking from Mexico to Canada. Donc là, on va manger nos calmars dans une salle spéciale. Non, mais c'est fou raide, là, comme image, là. Non, mais c'est plus que fou. C'est irréel. Ouais. Là, il y en a qui vont dire, mais t'es pas un puriste, t'es sorti de la trail. Non. Je l'assume, sauf que ça fait partie des rencontres que je qualifie des moments de ma vie exceptionnels. Parce que ça sort juste hors de l'ordinaire. Puis ensuite, quand on est parti du club de golf,
Richard, il me regarde, il dit, « Michael, you have your driver's license, hein? » Je dis, « Oh oui. » Il regarde le valet et dit, c'est lui qui conduit. Donc, j'ai une vidéo de moi qui monte une Ferrari, une Ferrari 406 à, comme, tu sais, 100 000 à l'heure. En tout cas, bref, ça a été un moment, pas avec un autre hiker, mais quelqu'un qui gravite autour de la trail, puis qui a été spécial pour moi. Mais donc, t'as pas développé de lien avec d'autres hikers, mais t'en as quand même croisé. Oui. À quoi ils ressemblent en général? Mais disons que j'étais un des plus vieux. OK, veux pas, à l'âge que j'avais, j'étais un des plus vieux. C'est généralement des gens qui sont en 2 sessions à l'université. T'as des gens qui cherchent, t'as des gens qui ont passé à travers des choses assez dramatiques dans leur vie. Est-ce que c'est une majorité, tu dirais, de gens qui se cherchent ou qui cherchent quelque chose? Oui, c'est une majorité. Oui. Il y en a qui passent à travers des affaires. Tu sais, quand tu veux dire, tu fais ton setup de tente, veux pas, tu jases un peu avec les autres, tu sais. Puis il y en a qui passent à travers des choses à vie. Puis ce que j'aimais pas, c'est qu'il y en a qui essayaient de creuser chez moi. Ah ouais, Michael, pourquoi tu as fait la trail? Je dis, non, parce que j'avais juste le goût de le faire. Non, vraiment, là, pourquoi tu fais la trail? C'est un défi. Puis ça, c'est quand j'en ai eu assez de ça, je faisais exprès pour mettre ma tente plus loin puis de pas être entouré de d'autres. Ouais, comme s'il y avait nécessairement... Puis probablement qu'elle se pointe quand même si c'est pas pour ça qu'on y va, mais c'est comme s'il y avait, on avait besoin absolument d'une quête spirituelle ou de... Regarde, oui, je peux le comprendre pour certains, mais le défi sportif, pour moi, est important par rapport à ça. Puis c'était juste ça. Est-ce que oui, je me suis posé des questions sur moi-même, mais veux pas, tu marches 12 heures par jour, là. Donc, à un moment donné, il faut que tu commences à penser à quelque chose. Puis je me suis dit, bon, mais je veux-tu vraiment faire, parce que moi, je suis un professionnel en ressources humaines. J'ai dit, est-ce que je veux continuer à faire ça? Puis oui, je veux continuer à faire ça. Puis tu penses tu penses à des gens qui sont arrivés à un moment donné dans ta vie. Bah, j'ai pas été correct avec cette personne-là. OK, mais quand je vais revenir à Montréal, je vais les appeler pour m'excuser. Parce que oui, c'était de ma faute. Donc, oui, il y a quand même, c'est ça, il y a quand même un cheminement qui se fait, là. Oui, puis chaque personne, c'est différent. Puis, mais sauf qu'à un moment donné, quand tu as pensé 2-3 jours, si tu veux faire des RH pour le restant de ta vie, mais tu y penseras pas pendant 20 jours. T'sais. Donc, là, à un moment donné, j'ai commencé à faire un peu un download de certains livres audiobooks. Sauf que, conseil pour tes auditeurs, quand tu écoutes de la musique, tu accélères ton rythme. Quand tu écoutes un livre en marchant, tu décélères de façon exponentielle. Parce qu'après 2 jours, je me dis, coudonc, ma moyenne de l'heure est pas bonne. Puis là, c'est là où j'ai fait des liens, parce que des fois, quand tu écoutes un livre, là, t'es comme, tu portes attention, puis ton corps, il réduit selon, en tout cas, bref. Ça pour dire que j'ai arrêté de lire. Écoute, j'ai arrêté d'écouter des... Retiens où on en est parce que je vais passer à mon bloc 2, mais je veux qu'on revienne un petit peu toujours dans l'ordre chronologique. Donc, on a passé la portion désertique Sierra Nevada, puis après ça, on va poursuivre vers le nord, vers la frontière canadienne. Le parc du mois que je vous présente, le parc régional ce mois-ci, c'est le parc, je vais le répéter une 3e fois, régional du Mont-Saint-Joseph. C'est en Gaspésie. Moi, je suis allé en juin dernier pour le tournage de l'émission 3 et honnêtement, j'ai capoté. J'adore la baie des Chaleurs, particulièrement Carleton-sur-Mer. C'était déjà le cas. Mais c'est vraiment con, je vais le dire comme ça, parce que je m'étais jamais arrêté pour toutes sortes de raisons, probablement mauvaises, au Mont-Saint-Joseph. C'est 35 kilomètres de sentiers de randonnée. Il y en a pour tous les calibres en plus, du débutant à l'expert. On peut même relier, là, et ça c'est le fun, on peut le faire en longue randonnée avec une nuit. On peut relier la municipalité de Maria à partir de Carleton-sur-Mer. Moi, perso, là, je vous donne en mille ce que j'ai réalisé. J'ai emprunté les sentiers de l'Éperlan Nord, les Rescapés Ouest, le Monty et ensuite Cap-Ferré jusqu'au sommet. Où on retrouve une vieille chapelle de style breton de 1935. Ce qui est particulier, c'est qu'on a bâti une coquille, une nouvelle enveloppe, une nouvelle église par-dessus l'ancienne chapelle, mais qu'on veut démolir dans les prochaines années pour retrouver uniquement la première bâtisse. Vraiment, entrer la visiter, là, si c'est possible, on peut y voir une fresque de céramique importée d'Italie. C'est d'une grande beauté. C'est un petit trésor que peu de gens connaissent. J'ai aussi, pendant le sentier, suivi un ruisseau d'une eau cristalline, comme c'est souvent le cas en Gaspésie.
et tu vas y croiser, entre autres, la chute Les Sauts avec un superbe bassin d'eau. C'est extra zen et c'est une belle place aussi pour faire des photos pour ton Instagram. Je conseille de prévoir un arrêt d'au moins une journée à quiconque passe par l'endroit. Le tarif n'est pas dispendieux, on parle de 10$ par jour, ce qui est vraiment convenable par rapport à d'autres parcs du genre. Et oui, si tu veux y coucher, vraiment, c'est malade, c'est les Géodomes Desjardins, c'est des tentes de style polygone, un peu ronde, là, c'est chauffé, aménagé, c'est vraiment chouette. Faut réserver tôt parce que c'est souvent et presque toujours complet, surtout en haute saison. Mais du côté de la saison froide, là, qu'on va débuter, on peut y faire de la rando en raquette. Il y a du ski de fond aussi, il y a de superbes parcours pour les vélos à roues surdimensionnés. Donc, c'est une destination 4 saisons, vraiment le fun. Et le mieux, c'est qu'on a une microbrasserie pas loin de là, dans le village, sur la rue principale. Donc, quand tu viens de terminer ta journée dans laquelle tu as bougé en masse, et là, tu te réfugies à la microbrasserie, le Naufrageur. C'est une belle place, hein, c'est chaleureux à souhait. Il y a plusieurs types de bières classiques, des lagers, IPA. Ils ont aussi des séries à l'occasion, séries maritimes et séries forestières. Et d'ailleurs, si tu as la chance, essaye la Avignon, qui est une NEPA au thé du Labrador, assez particulière, à 5,2% d'alcool. C'est un petit bijou, là, cette canette-là. C'est un design aussi naïf, je dirais, un peu comme des dessins d'enfants, super belle. Si tu veux bouffer, c'est possible. Moi, j'ai essayé la pizza qui était succulente. Bref, il y a un petit menu pub. Et en terminant, je te dis qu'on peut aussi y entendre des chanteurs et des groupes à l'occasion, et toute la programmation est en ligne sur leur site à lenaufrageur.com. De l'autre côté de la pub, on continue de parler de brou. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles Henry, fièrement brassée dans les sacs à dos partout au Québec, et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Alors, c'est notre segment bière, notre segment micro-brasserie, et pour le mois de décembre, on parle bière avec David Sauvageau, qui est de la microbrasserie Locomotive, qui est brasseur en chef et aussi copropriétaire. Salut David! Salut Alexis! Hey, merci d'être là, c'est pas mal cool que tu te sois déplacé pour nous jaser. Ça fait plaisir, toujours partant pour parler de bière. Donc, Berthierville? Ben oui, ma parce ville... que t'es un gars du coin. Je suis un gars du coin, je suis un gars de Berthier, ouais. Born and raised. Ouais. Mes partenaires, c'est la même histoire. On a quand même quelque part nos racines de gravé dans le cœur. Fait que si on avait une place à ouvrir une microbrasserie, c'était Berthierville. Puis en même temps, ça donnait bien parce qu'il n'y en avait pas. Non, c'est ça. Puis là, il y en a de plus en plus au Québec. Et ce qui est pas mal génial, puis tu le dis, c'est votre coin, c'est vos racines, c'est que ça redonne vie souvent, hein, même à des villages. C'est souvent le moteur, la microbrasserie, et le moteur économique de la place. Ou en tout cas, on attire aussi d'autres commerces autour de ça. C'est le nouveau parvis de l'église. Hein? Ouais. C'est là que les gens se rassemblent. Puis à Berthier, je pense que là, c'est particulièrement vrai. On veut redonner vie au centre-ville de Berthier, qui, dans nos souvenirs, a déjà été très florissant. Puis ces dernières années, c'est un peu moins le cas. Mais avec l'arrivée de la microbrasserie, nous autres, on y croit, mais on n'est pas seul à y croire. Là. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous voient de la sorte, là, étant la locomotive, justement, qui va amener les gens au centre-ville. Est-ce que ça vient de là un peu l'histoire du nom de la micro? Ça vient... ça c'est un peu plus long parce qu'on a quand même changé de bâtisse une couple de fois dans notre projet, dont une bâtisse qui était près de l'ancienne voie ferrée de Berthierville. Fait que là, l'idée du mot locomotive avait popé à ce moment-là, mais en même temps, locaux pour les produits locaux, motivé. Puis locaux, il y a l'idée en espagnol que c'est un projet un peu fou tout le temps là, de partir une microbrasserie, ouais. Donc, il y a plusieurs raisons pour avoir choisi ce nom-là. Dis-moi, tu parles de tes partenaires, vous êtes 4, hein, c'est ça? On est 4, oui. 4 gars de Berthier, Dominique, Denis, moi, David, puis Dave. Par hasard, nos noms commencent tous par D. Puis, écoute, je veux pas faire ton parcours au complet aujourd'hui, mais donc, t'es brasseur, vraiment. Toi, t'es le maître brasseur, mais parce que t'as expérimenté aussi avant ça à titre personnel, puis éventuellement t'as développé le goût et l'expertise de ça. Faut dire que t'as un petit côté scientifique là en toi. Ouais, en fait, c'est
parti de là, d'ailleurs, le côté scientifique. Puis comme, je dirais, la grosse majorité des brasseurs, le passage par le côté brasseur amateur est super important dans mon histoire, là. J'ai commencé à brasser amateur avec des amis à l'université. Bon, au début, c'était pour que ça coûte moins cher, hein? Pour avoir des bons volumes puis que ça coûte moins cher. Puis là, ben, le plaisir s'est développé. Puis surtout, justement, de me rendre compte que c'est une grosse activité scientifique de brasser. Moi, je trouve que c'est plus du côté laboratoire que du côté cuisine. Donc, j'ai continué à brasser de façon amateur, mais comme avec une idée professionnelle en tête. Puis, bon, ben, au fil des années puis des rencontres, je me suis adonné à aller dans différentes brasseries, de brasser mes recettes de façon professionnelle, puis faire des rencontres comme ça. Puis, c'est comme ça que s'est formée l'équipe que j'ai aujourd'hui pour ma microbrasserie. Et là, vous avez différents produits. Vous êtes en épicerie, d'ailleurs. Ça fait 1 an qu'on est en épicerie à cause de la COVID. Évidemment, on a changé nos plans à quelques reprises, puis on a décidé de commencer par sortir nos produits en épicerie. Fait qu'on a 8 produits sur les tablettes. On a aux alentours de 200 points de vente après 1 an et quelques mois, là. Bravo. Mais le but, c'est d'accueillir les gens dans notre pub, là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même plus de demandes au niveau commercial? On voit, hein, en tout cas, me semble, des dépanneurs qui font de plus en plus de place. Oui, exactement. Entre autres. Il y a la rumeur que ça soit surchargé puis qu'il y ait de moins en moins d'espace sur les tablettes. Mais justement, les détaillants font de plus en plus d'espace, réfrigéré. Donc, il y a encore de la place. Ils ont compris que c'est un produit d'appel pour eux aussi, là. Ben oui, puis tu sais, ça devient une fierté québécoise aussi là, d'avoir autant de bonnes microbrasseries qui font des produits de qualité. Donc, ouais, la mode est là-dessus, puis c'est probablement quelque chose qui va rester, là. C'est quoi ta philosophie derrière les cuvées, là, pendant que Michael nous sert quelques verres de bière ici, là? Qu'est-ce qu'on a, entre autres? En ce moment, on déguste notre ambré au thé au jasmin. Petite bière avec, comme son nom l'indique, des fleurs de thé au jasmin. Des fleurs de jasmin avec du thé. Oui. Donc, là, c'est des bonnes saveurs. On va prendre une petite Vas-y. On est là pour ça. C'est bon. Donc, c'est ça. Tu sais, quand on brasse amateur, on brasse pour nous. Ça fait qu'on brasse des produits qu'on aime dans toute la variété des possibilités de bières. Ben, on se fait notre créneau des bières qu'on aime. Donc, c'est encore ça la philosophie qui est derrière. J'ai pas besoin d'aller faire toutes les sortes de bières. Je veux faire des bières absolument que j'aime, puis que mon équipe aime. Puis, on va rejoindre notre clientèle avec ça. On se fait notre clientèle spécifique, qui va amener les produits de locomotive. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une façon, j'imagine, de se démarquer aussi, parce que, il y a encore de la place, mais il y a quand même beaucoup de concurrence aussi. Il y a beaucoup de concurrence, mais c'est ça. Tu sais, on va se chercher nos fidèles... Avec les gens qui nous connaissent, entre autres, pour commencer. Puis bon, au fil... comme ça se développe, on se développe des fidèles un peu partout à travers la province. Puis bon, la philosophie, c'est sûr qu'il faut passer par la qualité. Il n'y a pas de place à l'erreur, là. Comme tu le dis, il y a beaucoup de produits sur les tablettes. Si on arrive avec un produit que la qualité est amochée, on perd des clients. Fait que la qualité, ça reste notre souci numéro 1. Là. Est-ce que ça a été dur pour toi de passer justement de petits brassins, par exemple, à des trucs plus gros? J'imagine qu'il a fallu adapter les recettes un peu. Oui, adapter les recettes, ça l'amène parfois quelques petites surprises, mais on reste, comme je le disais, dans la qualité. Puis là-dedans, on est toujours bien accompagné. Le monde des microbrasseries du Québec, il y a une fraternité là-dedans incroyable. Je connais pas tous les marchés, là, mais celui-là, c'est vraiment impressionnant. Dans le fond, moi, j'ai un réseau là, d'une bonne dizaine de brasseurs que je peux appeler, des gens qui sont dans le marché depuis plus longtemps, que je peux appeler pour avoir un conseil dans n'importe quelle situation, et ils nous les donnent, les conseils. Ils nous donnent les secrets même. Je pense que vous avez compris quelque chose. C'est vrai ce que tu dis, moi, je parle souvent de la tribu des randonneurs. Là, on se comprend entre nous autres, c'est la même chose pour vous. De vous aider, puis d'être ensemble, puis de faire de la place aux autres, ça crée une demande croissante pour tout le monde en même temps, là. Effectivement. Puis je pense que une des idées derrière ça, c'est de faire du Québec une destination brassicole mondiale. Puis pour ça, on peut pas laisser personne de côté. Il faut que toute l'équipe de microbrasserie du Québec
soit dans le chemin de la qualité. Faut que ça marche pour tout le monde. Ouais. Écoute, j'aime bien, moi, tu l'as pas avec toi, mais votre NEPA, là, qui est plutôt floral, mais Ouais. je dis ça parce que ça m'avait fait penser que quand je l'ai acheté la première fois en tablette, j'avais vu une NEPA en gros sur le dessus de la canette. Puis là, j'ai remarqué que j'ai dit, coudonc, il y a pas de nom de bière, parce que là, j'imagine que c'est un choix commercial au début de vraiment frapper les gens avec l'étiquette sur le type de bière, un peu comme on va le faire avec les vins, par exemple, et les cépages. Ben oui. Oui, effectivement, là, ça a été notre stratégie. C'est pas parce qu'on manquait d'idées pour les noms. Non, mais ça, j'imagine. On en a en masse, mais on a gardé ça simple au début. Même notre étiquette, est quand même assez simple. Mais là, on a épuisé un petit peu là, la simplicité. T'sais, on a l'ambrée, on a la IPA blanche, la NEPA. Fait que là, on commence, là, une fois que notre nom est un peu plus répandu, qu'on a fait notre double IPA qu'on a appelé la scie mécanique. Oh, je l'aime celle-là. Puis c'est le nom qu'on y donnait v'là 10 ans quand on brassait chez nous, tu sais, quand on voulait une bière qui a du tranchant, du mordant. Bon, on est des gens de campagne, puis on fait notre bois, tu sais, fait que la scie mécanique, c'est quelque chose qu'on côtoie assez souvent, fait que ça donnait bien d'appeler une bière comme ça. Celle au jasmin n'est pas nommée encore, hein? Elle s'appelle l'ambrée pour l'instant. Okay. Présente-nous les autres, t'en as d'autres avec toi? C'est ça. J'ai amené notre IPA blanche et notre stout expresso, qu'on a simplement appelé la noire. Fait que pour nos produits sur tablette, on reste un peu... Vous avez combien de... Pour l'instant, on en a 8 sur les tablettes. Puis, l'idée, c'est de garder un peu nos folies pour le pub. On a un petit kit de brassage au pub. Fait que on fait nos gros brassins dans une brasserie industrielle qu'on loue du temps, si on veut. Puis nos petits brassins où on peut faire toutes les folies qu'on veut dans notre pub. Puis là, tu peux les tester aussi, j'imagine... Ben oui, tes gens, les tests de goût sont là. C'est ça, le public est là, mais le pub n'est pas encore ouvert. On est dans les travaux. Comme je disais au début, la question de bâtisse, ça a été une longue épreuve pour nous autres, mais là, ça avance vraiment. Là, on pose le J-Proc la semaine prochaine, là, quelque chose de même. Yes. Ouais. Fait que vous allez être prêt à accueillir des gens, après les fêtes? Après les fêtes. C'est sûr qu'on a souvent repoussé la date là, d'ouverture à cause des surprises dans les travaux de rénovation, mais là, on est assez confiant de parler du mois de mars. Oh, quand même. Ouais. Fait qu'on va avoir un printemps chez Locomotive. Exactement. On va être prêt à accueillir une belle terrasse dans le centre-ville de Berthier. 125 rue d'Iberville. Écoute, génial. Merci, David, d'être venu encore. J'espère que tu vas me laisser les bières que tu apportes. Ben oui, c'est sûr, je repars pas. Mais ceci dit, celle au jasmin a vraiment un goût particulier, bien le fun. Le jasmin sort bien, ouais. C'est une première pour moi aussi. Puis pour un gars de Montréal, j'achète ça où à Montréal? Bon, je connais pas tous nos points de vente par cœur. Puis sur notre site web, on a une carte interactive qu'on peut faire le zoom dessus puis avoir nos points de vente. À Montréal, puis partout. On est quand même d'un bout à l'autre du Québec au bout du C'est quoi, c'est locomotive.com? Locomotive.com, notre site internet. Pas de locomotive. Ouais, c'est ça. C'est pour être un peu accrocheur, ça. Parfait. Faut juste le mentionner. Mais j'imagine qu'en tapant microbrasserie locomotive, on arrive les gens n'auront pas de difficulté à trouver ça. Exactement. Bon, on va passer au dernier segment de retour avec Michael pour continuer de jaser de la Pacific Crest Trail. Et là, on était rendu, on avait fait 2 bonnes portions et là, on entre dans un nouveau secteur après la Sierra Nevada qui est... L'Oregon. L'Oregon. Ça mais ressemble à quoi, l'Oregon? Ça, je vais juste faire une petite parenthèse. D'accueillir un invité puis avoir de la bière comme ça, je trouve ça vraiment excellent. Ça finit bien. Écoute, nous, c'est toujours comme ça. Ça finit bien une journée. L'Oregon, c'est en un mot volcanique. C'est beaucoup de roches, de lave qui datent de millions d'années. Donc, la première partie d'Oregon, c'est dur sur les genoux. Et ce qui nous amène vers un peu le nord de l'Oregon et où on arrive à l'État de Washington. Mais pour résumer, l'Oregon, c'est très aride comme forêt, très dur. Le moment magique, c'est Crater Lake. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Crater Lake en Oregon. Pour les auditeurs, si vous planifiez un voyage de randonnée sans faire toute la PCT, mais dans l'Oregon, soyez certains au moins de croiser Crater Lake. C'est un lac qui est magique que j'avais visité avec mon père il y a probablement 18 ans.
Ça a été assez émotif pour moi. Puis après ça, l'Oregon, c'est un lac artificiel, quoi? Non, c'est pas artificiel. Ça a été créé. C'est un ancien volcan. Okay. Et c'est sûr que l'Oregon, c'est moins spectaculaire que le nord de la Californie, que la Sierra. C'est là où tu testes ton endurance, ton habileté mentale à dire un pas en avant, un, deux. Et parce que là, tu arrives à mi-parcours. Oui, tu arrives à mi-parcours, la fatigue mentale commence, tu commences à t'ennuyer, tu commences à dire, bon, mais tu sais, pourquoi j'ai fait ça? Puis là, tu commences à avoir les petits bobos aussi qui commencent à parler. Là. Le corps commence à parler, sauf que tu sais que une des plus belles parties de la trail, où je pensais que ça allait être une des plus belles parties de la trail, va arriver, l'État de Washington. Par contre, à part Crater Lake en Oregon, il y a Bend, une ville qui est très célèbre puis fait cocasse. Le dernier blockbuster vidéo de la planète qui est encore actif, c'était là, ça? Qui loue encore des VHS puis des DVD est à Bend, Oregon. OK, je pensais que même celui-là était fermé. Non, c'est le dernier. Okay. Et même si vous voulez quelque chose de spécial, vous pouvez le louer en Airbnb pour une soirée. En tout cas, bref. Donc, j'ai passé une nuit à Bend pour manger. Parce que, tu sais, quand on mange du beurre d'arachide, on mange des noix. Parce que moi, mon approche pour la PCT, c'est une approche de bouffe froide. J'avais pas de réchaud. J'allais te le demander, là, ouais, c'est ça. J'avais pas de réchaud. Moi, c'était vraiment ce que j'avais fait. J'avais fait un fichier Excel. Moi, ce que j'avais fait, un beau X, c'est aliments avec haute intensité calorifique qui pèse le moins. Okay? Donc, beurre d'arachide, Nutella, tortilla, Pop-Tarts. Okay? Ça a été mon régime sur la trail. Sauf que quand j'arrivais dans un village ou une ville, la première chose que je faisais, c'est je spottais le McDo. J'arrivais au McDo, puis je me collais. Si c'était le matin, je me collais 8 McGriddles, tu sais, les sandwichs à 1000 calories chaque. Puis moi, mes déjeuners, lorsque j'étais en ville ou dans un village, se situaient entre 7500 et 10 000 calories. Donc, je pouvais passer 3 heures au McDo à manger. Okay? Donc là, on se dit, hey, si je fais ça à Montréal ou peu importe au Québec, je suis malade. Écoute, là, t'es super size me, là. Non, mais le corps absorbe ces calories-là comme s'il n'y a pas de lendemain. Okay? J'avais aucune répartition. Tu stockes ça. Oui, tu stockes ça. Puis, mais tu le perds 3 jours. C'est ça. 3 jours après. Donc, quand j'ai quitté Bend, encore, tu étais sa roche volcanique. Et à un moment donné, tu arrives à la frontière de l'Oregon puis de Washington, qui était probablement un des moments qui est les plus mythiques pour le hiker sur la PCT, qui est le Bridge of the Gods. Okay? Et dans le film avec Reese Witherspoon dans Wild, c'est là où elle a son moment magique avec le pont. Et moi, mon cousin, qui est en Alberta, était venu me rejoindre. Il dit, Michael, je vais venir finir la PCT avec toi, je vais hiker l'État de Washington. Moi, j'avais un deal avec lui. Je dis, viens-t'en, Brett, pas de problème. Par contre, si t'es pas capable de suivre, puis là, je disais pas ça de façon avec méchanceté. Non, mais tu voulais pas briser ton rythme. C'est ça, je voulais pas briser mon rythme. Tu quittes, tu t'en retournes. Il dit, pas de problème. Donc, ça a pris 5 jours et il y avait 19 ampoules sur les pieds. Il a dit, c'est fini pour moi. Il est reparti et j'ai complété l'État de Washington. Puis l'État de Washington, c'est comme un mélange de Sierra, les montagnes qu'on peut retrouver à Banff. Et puis tu as des plaines à haute altitude qui sont absolument foudroyantes. Je vous dis ça, mais j'en ai presque pas vu parce que j'ai eu mes 2 semaines et demie de pluie presque constante. Il y a un moment, une journée où le soleil est sorti, j'avais un bluebird qui était comme un ciel bleu. Et c'est là où ça a été la journée la moins productive parce qu'à un moment donné, je me suis juste assis. J'ai dit, bon, je vais regarder ça a l'air de quoi l'État de Washington parce que le jour d'après, les nuages rentraient, puis j'avais de la pluie. Puis je commençais même à avoir... saisi le moment. Je commençais à avoir de la neige aussi qui commençait. Oui, il y a ça aussi. Hein. Donc, tu sais, puis moi, je parce que là, t'étais quoi? T'étais à la fin... t'étais en octobre? Mi-septembre. Non, mi-septembre? Oui, mi-septembre. Puis là, moi, je fonctionnais avec 3 paires de bas et ça a pris 2 jours, puis mes bas étaient mouillés. Donc, puis même si tu marches avec du mérino, tu as les bas... Non, c'est ça. C'est mouillé, c'est mouillé. C'est débile pour les pieds. Donc, à un moment donné, ma consommation de Tylenol augmentait parce que, tu sais, je veux dire, je me levais le matin, puis ça prenait, tu
1 heure et quart, juste pour déplier le corps, pour faire en sorte que tu es capable de te mettre debout. Puis je prenais aussitôt que je me réveillais, je prenais mes Tylenol, puis là, au moins, j'étais capable de me lever debout, puis là, tu t'amorçais. Mais il n'aurait pas fallu que ça dure beaucoup plus longtemps que ça, parce que sinon je finissais pas. C'est sûr et certain. Je finissais. Le corps n'était plus là. Ben, le corps était plus là. Puis en plus, au début du hike, j'avais une grosse infection, une petite orteil. J'avais failli perdre ma petite orteil. J'étais ramassé dans un hôpital dans le sud de la Californie. Ça m'avait retardé parce qu'il a fallu que je sois comme que je prenne des journées de repos puis que je marche moins longtemps. Et ce qui faisait en sorte que quand tu prends un off day sur la PCT, tu le sais que tu vas payer pour cette journée-là plus tard parce que tu finis plus tard. Puis dans les hautes montagnes... Le climat change. Ben oui, le climat change. Je veux dire, tu as la neige. En une journée, j'ai eu de la pluie torrentielle, j'ai eu de la grêle, j'ai eu de la neige, j'ai eu du vent que j'étais quasiment plus capable d'avancer. Donc, il était temps que je finisse parce qu'il y en a d'autres qui ont fini 1 semaine après moi puis qui ont fait face à 1,5 pied de neige. Ouais, c'est vraiment, c'est pratiquement coupé au couteau. Exactement. Donc, ça, il aurait fallu que je sorte de la trail, j'aille me chercher des spikes, j'aille me chercher un équipement que j'avais pas parce que je pensais pas que j'allais avoir de besoin. Mais, ouais. OK, ben écoute, j'allais te demander, est-ce qu'il y a des anecdotes, là, tu m'en as raconté plein, mais tu m'as parlé hors micro d'un couple. Oui, ça c'était dans le sud, de la Californie. Et on arrive à un petit village et le seul endroit où on avait le droit de camper pour les gens de la PCT, c'était derrière une église. Puis, moi, je suis arrivé là comme fin d'après-midi, j'ai pris ma bière, ma grosse quille, et là, finalement, je suis allé trouver mon spot. Puis là, je vois, tu sais, une fille, une madame pleurer. Puis là, je pensais qu'elle chicanait avec son conjoint. Puis tu voyais qu'elle était borderline hystérique. Là, je me disais, aïe, ça a tout un effet sur les hikers. Et le lendemain, je les recroise au déjeuner. Puis là, je commence à leur jaser un petit peu. Et c'était un couple australien qui, eux, avaient décidé de faire la PCT parce qu'ils avaient perdu leurs 2 enfants dans un accident d'auto. Et puis ça m'a frappé parce que souvent, tu sais, ça m'est arrivé de juger certaines personnes sur la trail avant. Et après cette conversation-là, puis ça a été comme frette net sec, j'ai plus jamais porté le long de la trail, là, j'ai plus jamais porté aucun jugement par rapport à la façon qu'une personne se comportait ou peu importe. Mais ça a été assez drastique de se dire que j'étais chanceux de faire la PCT sans avoir une raison comme ça pour la faire. Sans poids quelconque. Ben, sans poids quelconque. Puis ça a été assez ça secoue, lourd. mettons? Oui, ça secoue. Tu sais, pendant 2-3 jours, tu penses à ça. Puis dans un sens, ça te fait aussi, ça te réconforte que tu sais, tous ceux qui t'écoutent, là, ils ont l'argent pour faire du hiking. Tu sais, ils peuvent se permettre de s'acheter une paire de souliers. Puis ça te permet de réaliser, wow, je suis chanceux d'être ici. Puis parce qu'après ça, j'ai rencontré... Puis c'est drôle parce qu'au début, tu me dis, t'as-tu rencontré d'autres hikers? Nanana. Il y en a juste un que j'ai marché avec pendant 2 semaines, puis j'ai fini la trail avec. C'était un gars de Philadelphie. Et à un moment donné, je croise, puis je vois qu'il y a une casquette des Flyers de Philadelphie. Je dis, you hockey fan? Il dit, yeah, Flyers. Hein? Je dis, Habs, go, Habs, go. Il dit, non. Là, on commence à jaser, puis là, il me dit, c'est qui, d'après toi, les top 3 gardiens de l'histoire du Canadien? Ben, Patrick Roy, Ken Dryden, Lorne Gormsley. Là, on se pose des questions. Puis là, ça commence à se créer une petite camaraderie à ce niveau-là. Puis où je veux en venir avec ça, c'est que lui, ce gars-là, travaillait dans une shop en Pennsylvanie et il a commencé la trail. Ça y a tout pris pour acheter son équipement et il y avait 500$ dans son compte de banque. Puis lui, il a terminé les 3 dernières semaines de la trail avec 0 argent dans son compte de banque. Donc, encore là, c'est une autre affaire. Je me suis dit, aïe, je suis chanceux. T'sais? Puis même à une limite, tu te dis, en tout cas, ça te fait poser des drôles de questions. Puis tu vois toutes sortes de personnages. Puis comme de fait, tu sais, 1 an après, il est venu à Montréal.
puis j'ai invité à une game des Canadiens, puis les Flyers étaient en ville. Ah oui. J'ai dit, viens-t'en, puis je t'emmène voir le Canadien, puis son surnom, c'était Dirt. Donc, grosse barbe rousse. Puis c'est quelqu'un que, à Montréal, tu sais, je veux dire, dans un restaurant ou quelque chose, là, j'ai jamais jasé à cette personne-là, là, tu sais, je veux dire, ouais. Donc, ça a été une leçon de... puis ça peut paraître un peu facile à dire, mais tu sais, de faire attention de juger un livre par sa couverture. Ouais. Je pense que la trail m'a beaucoup amené ça. Puis la drôle de chose là-dedans, probablement ceux qui ont été le plus méchants avec moi pendant la trail, c'est les Québécois que j'ai croisés. Tu sais, ça fait drôle à dire, là. Donc, leçon pour tous les randonneurs qui t'écoutent, là. Ben, soyez pas chiens avec les autres Québécois. Même si vous êtes dans les Adirondacks, puis vous entendez du Québécois en arrière de vous, ben, vous n'avez pas besoin d'être frustré parce qu'il y a un autre Québécois qui est là avec vous en train de monter Lafayette ou peu importe. Ah, les sentiers sont là pour tous et le soleil, lui, pour tout le monde. Ouais, exactement. Écoute, le temps file, Michael, puis j'aimerais ça parce que je sais que c'est une question qui revient toujours, puis peut-être que tu n'as pas tant le goût d'y répondre, mais est-ce que tu pourrais me résumer un peu ton sac à dos? Si tu me faisais ça dans 1 minute à peu près, là, au moins que ça. Bon, moi... Quand j'ai décidé de faire ça, j'ai écrit à 7-8 personnes qui sont de renommée internationale, qui ont fait la PCT, qui ont fait d'autres. J'ai dit, donnez-moi vos conseils. OK? Puis, sur les 7 à qui j'ai écrit, il y en a 6 qui m'ont répondu, don't listen to the light through hikers. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire la PCT avec un sac à dos de 10 livres, puis ils sont bien fiers de ça. Don't listen to them. Hike your own hike. Moi, j'ai dit, sais-tu quoi? Si je pour survivre ça, je vais le faire avec un minimum de confort. Donc, j'avais mon oreiller que tu peux gonfler. Gonflable. Et j'ai pas lésiné par rapport à certains des luxes que je voulais avoir, comme mon cahier pour prendre des notes, parce que j'ai écrit à chaque jour lorsque j'étais sur la PCT. Et il y a des gens qui regardaient mon sac à dos, qui prenaient des gageurs. Toi, tu finiras pas. Toi, tu finiras pas. Puis, à la fin, la plupart des gens qui ont dû terminer tôt leur PCT, mais c'est ceux qui étaient mal préparés, qui n'avaient pas le stock qu'il fallait parce qu'ils ne voulaient pas mettre du poids dans leur sac à dos. Donc, moi, ça a été mon approche, puis je suis fier de le dire. Pour les 500 premiers milles, je devais peser à peu près 42-43 livres, mon sac à dos. Puis, ça l'a diminué à 30-31 quand j'ai pu avoir juste 1 litre d'eau avec moi quand je suis rentré dans la Sierra Nevada. OK. Donc, il y a quand même un minimum, hein? Je pense que tu le dis, ton oreiller, tout ça. Tu sais, il ne faut pas négliger le sommeil, hein? Comment il est important. Tu me donnes 30 secondes? Absolument, vas-y. Bon, j'avais lu beaucoup d'articles que les gens s'achetaient le fameux matelas jaune foam. Tu sais, celui qui n'est pas gonflable, mais quelqu'un là, qui dort sur le côté, c'est impossible d'avoir une qualité de sommeil. Payez-vous le 400 grammes de plus, allez vous chercher un matelas gonflable qui est de Big Bertha ou peu importe, qui est exceptionnel, puis c'est mieux ça, d'avoir 6 heures de sommeil que d'avoir 3 heures et demie de sommeil puis que vous avez sacré toute la nuit. Moi, je vous le dis, après, je pense que ça a pris 1 semaine et demie, j'ai changé mon matelas de sol pour un véritable matelas gonflable, puis ça a fait toute la différence. Convaincu que c'est peut-être ça qui t'a permis de finir ou presque. Ouais, en tout cas, un parmi tant d'autres. Puis la chance, parce qu'il y a le facteur chance aussi là-dedans. Ouais. Oui, parce qu'il peut y avoir des blessures, ça... Tu peux tomber tellement facilement. Tu sais, le nombre de fois là, que je marchais, puis que je me suis comme enfargé sur une racine, puis j'ai pu me rescaper après avoir presque tombé. Puis si j'étais tombé, j'aurais pu me casser un poignet, j'aurais pu... Tu sais, il y a une fille qui a été évacuée en hélicoptère parce qu'elle est tombée, mais elle est tombée de 3 pieds, puis elle s'est fracturé le tibia. Tu sais, ça prend pas grand-chose dans certains cas, tu sais, on n'est jamais à l'abri de ça. Dis-moi, tu as d'autres projets en tête? Ben, si vous lisez mon blog, je pense que ma avant-dernière comme entrée dans le blog, c'est « Je ne referai plus jamais de thru-hike ». Je dois dire que des fois, j'ai le fantasme de faire la CDT, la Continental Divide Trail. Ça commence à germer tranquillement, tu sais, le goût du grand air, de respirer, puis de me retrouver devant le néant. Ça commence à me travailler. Entre-temps, mais tu sais, je suis un adepte de rock-in. Donc, le rock-in, c'est que je mets des grosses vestes, puis je marche des 10-15 kilomètres. Avec des 65 livres sur le dos. Ça, c'est mon gros hobby. Puis je le fais en montagne aussi.
Mais comme gros projet, là, la CDT, ça commence à travailler. OK. Ben, en tout cas, moi, j'invite les auditeurs justement à aller voir et lire ton blog, michaelcharret.com. Oui. On a vraiment ça jour après jour après jour avec les notes que tu as prises. C'est vraiment génial. Quelques photos. Oui. Puis, d'après moi, mon plus bel exploit, je pense, c'est d'avoir écrit à chaque jour. C'est vraiment d'avoir eu un jour, 2 jours, 3. J'ai même une entrée de mon blog, la musique que j'ai écoutée pendant. Vous allez voir, des fois, je suis quétaine. J'ai écouté du Ginette Renault, puis nanana. Mais j'ai ma musique que j'ai écoutée pendant la trail. Ben merci encore, Michael, d'avoir partagé ça avec nous. C'est super inspirant. Je suis certain que ça va en motiver plusieurs à se lancer aussi sur la longue randonnée. Merci, David Sauvageau. Merci aux commanditaires encore une fois et merci à toi de nous écouter. N'oublie pas de passer le mot et de faire connaître le balado à tes amis. Ce serait gentil. On se reparle, nous, au jour de l'an. Salut, Top Rando. Sommet et Collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles Henry. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui sauront plaire à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.